toutes, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le 20 mars 2021 et on va faire le point sur l'actualité des marchés financiers, prendre un petit peu de recul sur une semaine qui risque d'être très intéressante parce qu'on vit vraiment une période intéressante en bourse en ce moment. Parfois on a des zones type 1er, 15 août où il se passe vraiment pas grand chose, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas réellement d'enjeux géopolitiques et tout. Et là, on est quand même sur une bonne période. On a le Covid, on a la reprise aux États-Unis, on a un super tanker qui se plante sur le canal de Suez. Alors, très rapidement, il y aurait eu environ à peu près 50 ans ou 60 ans, ça aurait été un petit peu la panique que le canal de Suez soit bloqué. C'était d'ailleurs parti de pas mal d'hypothèses géopolitiques de l'Occident. Si jamais, alors à l'époque c'était les méchants russes, ils sont toujours méchants en marque, mais là c'était vraiment les méchants russes, hein. C'était l'époque où 007 mettait la peignée à tous les Russes, communistes en plus. Donc il y avait tous ces scénarios-là où si les Russes faisaient couler justement un pétrolier, un super tanker dans le canal de Suez, ça asphyxiait totalement l'économie occidentale, au moins en tout cas pour l'Europe. On appelait même d'ailleurs le canal de Suez la jugulaire de l'Europe. Et ben, il n'en est rien. Même s'il y a 10% du trafic mondial qui passe par le canal, dans les deux sens, hein, plutôt quand même vers l'Occident, on importe plus que l'on exporte en Europe sur ce canal. Il déroute en fait, hein. Donc là, il y a pour certaines importations et éventuellement exportations dans notre cas, bah, ils font grand tour. Et ça prend, alors ça va dépendre de la taille des bateaux, ça prend entre 3 et 4 semaines supplémentaires. Donc c'est pas une catastrophe absolue. Si ça avait été le cas, les bourses se seraient effondrées. En tout cas, si c'était arrivé dans les années 60-70, les bourses se seraient totalement effondrées. Là, on n'a rien eu. Donc pour ça, la problématique canal de Suez, même si certains chaînes de télé vont en faire beaucoup dessus, on a déjà les conséquences sur nos graphiques, aucune. Voilà, ça c'est clair. On efface totalement ce côté canal de Suez. On va aller voir en détail maintenant. J'en ai marre de tousser. En détail le calendrier boursier. Alors tout de suite, clac, il n'y a rien du tout d'important aujourd'hui. Comme ça, c'est clair. Calendrier boursier fait. Et puis on va passer à l'analyse technique. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre des pouces vers le haut, c'est important pour moi. Voilà, la chaîne est gratuite, sans publicité, donc c'est la seule source un petit peu d'énergie et ce qui nous permet de communiquer aussi un petit peu entre nous pour que je puisse voir si ça vous intéresse ou pas. On attaque, donc analyse technique. Si vous étiez devant vos écrans vendredi dernier, vous avez assisté au rebond, mais alors magnifique dans la dernière heure du Nasdaq, mais superbe. Je vous mets là parce que ça n'arrive pas tous les jours, hein. Je dis toujours le vendredi soir, méfiez-vous de la dernière heure aux États-Unis. On peut avoir des bougies, ça peut partir dans tous les sens. Et là, on est sacrément parti. 20h. On est tranquillement sur les 12 750, bon, rien à redire, peut-être réintégration de la middle S1 mensuelle et finale là-dessus, et poum, c'est parti, mais avec force, et on a atteint les 12 982,88, ce qui nous donne très précisément les 13 000 sur le cash. Donc ils ont réintégré en fait en une heure, ils ont pris 240 points, donc 2% quasiment. Et ils ont touché les 13 000 points sur le cash. C'est pour ça que tout en tradant les futurs, j'ai toujours le graphique du cash sous les yeux, parce que les niveaux symboliques, je dis bien juste les niveaux symboliques du cash, fonctionnent très bien. Et là on en a eu un exemple, puisqu'actuellement il y a 12 points de décalage entre le cours du cash et le cours du futur. Là, vous voyez le mini Nasdaq 12 842. 43 là, le cours du cash est à 12 855, 57,5 au moment où je parle, 58, etc.
donc il y a à peu près 12 points. C'est très important de toujours connaître le décalage pour chaque indice entre le cash et le futur, et le niveau symbolique marche sur le cash de manière assez extrêmement pertinente, je dirais. Donc, le climat global psychologique des marchés, l'espoir, je dirais l'espoir, et un espoir qui est pas qui est mesuré, c'est-à-dire un espoir très positif. Ce qui nous donne vraiment de la force, c'est les États-Unis d'Amérique, avec notamment les campagnes de vaccination Covid. Joe Biden avait prévu 100 millions d'Américains, 100 millions de... pas d'Américains, mais si, c'est à peu près ça, 100 millions de personnes vaccinées aux États-Unis dans ces 100 jours, et là, il risque d'atteindre le chiffre de 200 millions. Donc voilà, ça s'emballe aux États-Unis. Ils produisent les vaccins, ils sont ouverts 24/24, on peut aller se faire vacciner à 3 h du matin si on veut. Donc voilà, c'est le monde américain. Seconde surprise, Joe Biden est certainement peut-être même plus agressif que Donald Trump par rapport à la Chine. Hein, il a fanfaronné, il a déclaré à de nombreuses reprises que les États-Unis n'allaient pas se laisser dépasser par la Chine, et que son objectif principal était USA number one. Ça vous rappelle un slogan. Alors quand on a besoin d'affirmer ça, c'est que la situation n'est pas non plus exceptionnelle. C'est qu'on commence à se faire un petit peu doubler par l'autre, sinon on n'en parle même pas parce qu'il n'existe pas. Mais il y a au moins la volonté de ne pas entre guillemets, se laisser dépasser, se laisser faire. Et ça, les marchés apprécient beaucoup, parce que ça veut dire que ça peut être des allégements d'impôts pour les entreprises, des aides de l'État fédéral, des subventions. On va favoriser le BTP, ils en ont bien besoin aux États-Unis, en lançant des grands travaux, etc., sur les autoroutes, les ponts, etc. Donc il y a quand même une idée que Joe Biden n'est pas si naïf qu'on pouvait le croire, et qu'il va se battre. Donc côté américain, c'est très positif. Côté Europe, bon, problématique, on est en plein Covid, on reconfine et tout ça, mais on sait qu'avec des vaccins qui arrivent de plus en plus nombreux, etc., là on est peut-être dans le creux, et que de toute façon, sauf apparition d'un nouveau variant extrêmement puissant, on va aussi s'en sortir avec le fameux décalage de 6 mois dont je vous ai parlé la semaine dernière. Voilà, donc le climat est finalement globalement positif, les bonnes nouvelles maintiennent les marchés assez hauts, et puis les mauvaises nouvelles n'ont quasiment pas d'impact. On le voit, canal de Suez bouché, rien du tout. Techniquement, on y va, analyse technique. Donc, on a vu qu'on a pile bloqué sur les 13 000. Là, en fait, c'est le véritable enjeu pour Nasdaq, c'est cette partie de ping-pong. Je vous ai dit, tous les 250 points, c'est des niveaux clés. Et là, on a une partie de ping-pong sur cette zone basse, là, 12 700, 12 750, zone haute, 13 000, qu'on n'a pas réussi à franchir. On va peut-être y retourner dans la journée. Et au final, on se retrouve pile au milieu du guet. Donc là, c'est ce que j'appelle trader dans le désert, c'est-à-dire on n'a rien techniquement, un tout petit peu la zone 12 850 comme support ou résistance. On n'a vraiment rien de concret pour rentrer en position avec un minimum de risque. Le but du trading, c'est rentrer en position avec un minimum de risque pour faire un gain. C'est ça la priorité. La priorité, c'est pas faire un gain et puis on verra le risque après. Donc là, pour moi, il n'y a rien vraiment d'intéressant pour rentrer. Si on baisse, contact middle SA mensuel, middle support 1 de la semaine, donc la zone un peu sous les 12 800, 12 775, 12 800, ici il y a un potentiel pour qu'on ait un rebond. Après, si on se met à monter, on va prendre un petit peu de distance. La zone du point pivot de la semaine, 12 916, je le vois franchement pas en zone de put. Par contre, une zone de put, c'est si on passait au-dessus des 13 000 et qu'on arrive à peu près là. On voit ici, ça a été le haut de cette mèche, 13 050, on ne prend pas trop de risques, on se met 20-30 points au-dessus, 13 080, 13 100. Si vraiment vous avez l'âme d'un putter,
ici peut-être tenter un premier putt, et si vous voulez vraiment prendre un putt avec un minimum de risque, c'est-à-dire que même si vous vous plantez, vous ne vous ramassez pas, on a point de pivot mensuel, les 13 150 en plus, donc c'est plutôt intéressant. Le plus haut de la semaine précédente, ce serait plutôt cette zone-là, à mon avis, à putter. Même si on est dans le rouge là sur les indices américains, je vais avoir du mal quand même à me mettre à vendre, mais je passe plutôt à l'achat systématiquement en ce moment parce qu'on n'a pas de mauvaises nouvelles qui permettent de justifier un écroulement du marché. L'inflation, ça te fait de moins en moins peur. On sait qu'il y en aura une aux États-Unis de toute façon parce que eux, ils vont démarrer avant tout le monde et puis c'est les Américains. Voilà, ils nous font 2 fois ou 3 fois plus de croissance que l'Europe systématiquement après une crise. Donc on sait que ça risque de repartir. Euh, c'est pour ça que sur tous les indices américains, je préfère rentrer à l'achat sur un repli. Et puis bon, le top du top, hein, voilà, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est le plus bas du mois précédent, la zone 12 600, 12 650. Ici, si on revient dessus, il y a 200 points. On a une belle probabilité de pouvoir résister. Les 12 750, je vais beaucoup moins les trader en scalping parce qu'on n'a pas arrêté, vous voyez, toute la semaine de jeudi, vendredi, de les traverser. Donc ça devient un peu une zone fragile. C'est pour ça que maintenant, une entrée, ce serait plutôt à 50 points dessous, à 12 700 à commencer à se dire est-ce que je rentre en position sur Nasdaq. 12 750, même en rentrant en 12 740, ça fait un peu risqué à mon avis maintenant. Mais on est lundi, donc on va voir qu'un lundi c'est presque une nouvelle année hein, qui commence en bourse. On va voir un petit peu comment ils vont se positionner. Un petit peu le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, lui, il va extrêmement bien comme vous pouvez le voir. Il a eu sa petite accélération. Tous les indices américains sont partis en même temps vendredi soir lors de la dernière heure. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a rebondi un petit peu plus de 1%, tandis que le Nasdaq a fait presque 2%. Donc on voit qu'il y a quand même une petite différence d'amplitude et d'énergie. Jusqu'où peut-il aller? Alors pour lui, sa problématique, on le voit très bien ici, c'est de coller aux 33 000 et de rester au contact des 33 000 points. Mais s'il réussit à transformer 33 000 en support, alors pour l'instant c'est une résistance, la véritable résistance c'est la R2 mensuelle. C'est-à-dire que pour moi, la résistance des 33 000, bon, il peut la franchir, il a été la tâter la semaine dernière. Il est passé un petit peu au-dessus. Jeudi 18 mars, il n'a pas réussi à se. C'est ça, jeudi 18 mars, il n'a pas réussi à se maintenir au-dessus. On a eu un petit reflux, un rebond sur le plus haut du mois précédent. Ensuite, ça c'est un signe très fort de hausse. Et on est reparti à tout va. Et regardez la taille des bougies, c'est ça qui m'intéresse. La bougie de jeudi, la bougie de vendredi est vraiment très belle sur le Dow Jones. Donc, il serait capable, je ne dis pas aujourd'hui, hein, mais dans la semaine, de crever les 33 000, de se maintenir au-dessus. Donc me mettre à shorter au-dessus des 33 000, étant donné qu'on l'a déjà fait le 18 mars, ça me paraît risqué parce qu'il pourrait accélérer et aller chercher la résistance de mensuel, donc 33 200, 33 250 environ. C'est ça un peu le problème. Enfin, l'objectif réel, à mon avis, de cette semaine pour les acheteurs. Si on baisse, bah écoutez, voilà, le top du top, ce serait qu'on revienne sur la résistance à mensuelle, au contact des 32 000 sur le futur, et on aura très probablement à nouveau un rebond. Alors peut-être pas de cette amplitude-là, parce que là on a quand même pris, il faut se rendre compte entre jeudi et vendredi, entre jeudi soir, jeudi il était 16 h et vendredi soir, on a pris 1000 points sur Dow Jones. On a pris plus de 3%, donc c'est quand même énorme. On a pris 3% en une journée et demie. Quoi. C'est énorme. Si on gardait ce rythme, on ne va pas du tout garder ce rythme, hein, on serait à 34 000 demain soir. Hein. Donc c'est vraiment pour montrer qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs et que en un terme pas très poli, les vendeurs se sont encore fait totalement déchirer.
C'était tout ce que je vous ai dit. Les indices industriels ont de fortes chances. Le Dow Jones, on va passer au DAX. Ce sont des indices la qui ont de très forts potentiels de rebond, car en sortant de crise Covid, c'est vraiment eux qui vont le plus en profiter par rapport au profil de leur entreprise. Pour le DAX, on le voit aussi, accélération sur le DAX très net. Il a été chercher les plus hauts de la semaine dernière, donc il n'y a vraiment rien à dire. Là, son plus haut, il a été cherché quasiment les 14 900. Donc on peut se retrouver, si on reste sur cette dynamique-là, avec des magnifiques bougies qui commencent un petit peu à accélérer, on peut se retrouver à 15 000. Donc pour moi, pour le DAX, il n'y a pas de short avant éventuellement les 15 000, qu'on n'atteindra peut-être jamais, mais voilà, au-dessus des 15 000, ça me paraît un bon niveau de short, mais c'est pas le short, comment vous dire, voilà, c'est pour de l'intraday, hein, c'est pour du scalping, pour essayer de prendre 30-40 points, c'est pas pour essayer d'en gagner 400 ou 500. Ça m'étonnerait qu'on passe les 15 000 et qu'on se mette à s'écrouler et qu'on revienne à 14 000. Pour l'instant, on n'a rien qui fait baisser les marchés. Il faut être concret. Les marchés hésitent, stagnent, mais ils ont tendance quand même à rebondir systématiquement. Et là, on le voit vraiment très bien. On a eu une accélération au début du mois de mars, avec notamment la bougie du 8 mars qui a tout défoncé sur le DAX. Il a fait middle R1 mensuel, middle R2 mensuel en une journée. Et depuis, ça redescend plus. Ça redescend plus. On prend appui sur la middle R2 mensuel. Là, on a pris appui ici, ici, et hop, ça nous a propulsé systématiquement sur des middle supérieurs au niveau mensuel. Là, on arrive effectivement sur le haut du 18 mars, donc il faudrait une bonne nouvelle pour pouvoir s'en affranchir, aller chercher la résistance 3 mensuelle qui est un peu au-dessus de 15 000. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est si on a un tout petit reflux, c'est la R2 mensuelle. Donc, la R2 mensuelle, un petit peu au-dessus des 14 600, elle a un potentiel de faire exactement ce qu'a fait la middle R2 mensuelle. Quand on est passé au-dessus de la middle R2 mensuelle, on est revenu la chercher dans la semaine, on a rebondi, on est revenu une deuxième fois la chercher à la semaine d'après et elle a rebondi fortement. Donc sur cette tendance haussière, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles et tout, on pourra avoir un peu le même scénario qui sera intéressant. C'est-à-dire qu'on revient sur la R2 mensuelle et on rebondit fortement pour aller chercher la middle R3 mensuelle où on break. Si on ne break pas, on retourne sur la R2 mensuelle et on rebondit. Donc c'est pour ça que mes alarmes, je vais les coller sur la R2M, la R2 mensuelle sur le DAX. Donc il est à 14 618. Alors idéalement, si on peut l'acheter vers 14 600, c'est le top. Ça, il y a un potentiel que ça se transforme donc en un bon support et qu'il nous refasse le DAX le même scénario qu'on a eu mi-mars, c'est-à-dire que ça devienne un point d'appui pour lui pour essayer d'aller chercher un petit peu plus haut. Il recule pour prendre de l'élan, si vous voulez une métaphore un peu sportive. Et puis si vraiment la R2 mensuelle ne tient pas, là je ne me pose pas la question. Middle R2 mensuel, gros potentiel à nouveau pour aller faire middle R2 mensuel, R2 mensuel. Donc là potentiellement il y a un peu plus de 600 points. On n'est pas trop gourmand. 14 400 sur la middle R2 mensuel et on essaie de revendre à 14 450, éventuellement 75 et 14 500, ça nous fait une belle journée. Donc voilà, je suis pour tout ce qui est Dow Jones, pour tout ce qui est DAX, je suis assez positif. Pour le Nasdaq, il est foufou, hein, mais en tout cas, la zone des 12 700, il a vraiment du mal à l'enfoncer. Il a essayé, on sentait qu'il y avait une pression agressive des vendeurs à un moment, et puis il y a eu, faut le dire, une capitulation vendredi soir dans la dernière heure des vendeurs qui ont essayé d'appuyer, d'enfoncer le niveau. Ils ont envoyé division blindée sur division blindée. Tous les chars se sont pris des tôles et puis il y a eu une forme de découragement dans la dernière heure. Et les acheteurs opportunistes ont fait monter le Nasdaq de 2%. Donc voilà, ils avaient envie d'acheter du Tesla, de l'Apple. Qui n'a pas du Tesla et de l'Apple dans son portefeuille chez les gérants aujourd'hui. CAC 40. Une CAC 40, c'est ça aussi qui est intéressant.
c'était vraiment l'indice phare, entre guillemets, le CAC 40, l'indice qui montait non-stop sans faire de bruit, alors que les autres, les Américains baissaient ou le DAX stagnait. Mais là, on voit qu'on est quand même sur une phase de doute, voire ce qu'on appelle de consolidation, on va dire, en étant gentil, sur le CAC 40. Il a tendance à rebaisser un petit peu plus que les autres. Regardez, je vous montre juste ça rapidement. Le DAX 30, il est quasiment sur le point de breaker les plus hauts de la semaine dernière et ses plus hauts historiques. Il est au taquet et le CAC 40, regardez, comparé au DAX 30, il devrait être au-dessus de sa résistance de mensuel. C'est-à-dire qu'il devrait être quasiment à proximité des 6075 et il est sous les 6000, il est à 5991. Alors heureusement il y a la middle de mensuel qui le protège à 5950, mais il n'est pas repassé de manière très franche, il n'est pas retourné sur les mêmes niveaux que le DAX. Donc là, on a un petit décalage de dynamique, le DAX reprend un peu d'énergie, le CAC commence à patiner. C'est pas du tout un signal de vente massif, hein, mais c'est juste voilà, au niveau de l'allocation, quel est le plus dynamique, le plus intéressant. Là, le CAC 40 commence à être moins intéressant qu'il était au début du mois de mars. Alors si on a une petite baisse, il y a la zone ici de la middle de mensuel, 5950, 5960 qui est une bonne zone pour limiter une baisse. Si on baisse beaucoup, le top du top c'est acheté sous les 5009 à proximité de la résistance mensuelle qui est à 5867 environ. Ça c'est un scénario. C'est-à-dire que si on redescend sur la résistance mensuelle, on commence à avoir un scénario d'affaissement sur le CAC 40. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rebondir un peu, mais il ne faudra pas être très gourmand à mon avis. Il faudra essayer d'aller chercher 20 points, 25 points, c'est déjà pas mal. Et faire attention au contact des 5009 s'il ne se met pas à redescendre de manière brutale. Et si on est toujours sur cette petite faille de baisse, et ben la zone 5750 et pour moi reste toujours, qui était celle de début mars, reste toujours idéale à l'achat sur le CAC 40. C'est vraiment une super zone. Je pense pas qu'on va l'atteindre du tout cette semaine, mais bon, ça fait partie des scénarios, pourquoi pas. Si vraiment on se met à baisser, là on a une très très belle zone, on a une Maginot pour arrêter une vague de baisse. Voilà, je vais pas être plus long, parce que je commence à avoir du mal à parler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des likes, merci beaucoup. Vous étiez 699 à voir cette vidéo en direct et il y a 200 likes, donc vous pouvez faire quand même beaucoup mieux, hein. Vous pouvez en remettre une centaine de plus. On se retrouve demain matin pour le Good Morning Trading. Une petite vidéo que j'ai enregistrée samedi que je devrais vous balancer dans la journée ou demain, non plutôt demain, comme ça il n'y aura pas de déception. Puis je vous encourage à aller voir une vidéo que j'ai faite samedi sur un internaute qui m'a écrit, qui est déficient visuel, qui perd de plus en plus l'usage de ses yeux, qui a écrit un petit commentaire qui donne énormément d'énergie, qui permet de relativiser, si j'ose dire, tous nos problèmes personnels. Et sa mère a rajouté un mot, je vous invite vraiment à lire aussi le mot de sa mère qui nous fait rentrer encore plus dans la réalité de ce qu'il vit, dans son combat quotidien. Voilà. Et je voulais encore le remercier. J'ai eu beaucoup de remerciements, de témoignages, de commentaires pour le soutien et bravo. Écoutez, c'est très agréable de voir qu'il n'y a pas que des gens négatifs sur le net et qu'en fait l'immense majorité qui ne s'exprime jamais, on va dire 95% des internautes sont des gens lumineux, normaux, équilibrés et qui est bienveillant. Et vraiment, je vous invite vraiment à lire le commentaire qu'il a écrit, le commentaire de sa mère. Et croyez-moi, si après ça, vous n'avez pas beaucoup d'énergie, c'est vraiment magnifique. Voilà. Encore une fois, merci à lui. Ciao. On se retrouve demain pour le Good Morning Trading. Portez-vous bien. Ciao, ciao.